Philippe Séguin, les remords de la droite, c'est le titre de la biographie qu'Arnaud Tessier vient de faire paraître et il est cet après-midi l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis ravi d'accueillir Arnaud Tessier, je suis toujours ravi de l'accueillir. Lui-même est haut fonctionnaire, spécialiste des hommes d'État. Eh bien, il se trouve que sans avoir jamais gouverné la France, Philippe Séguin entrera en creux dans cette histoire de France. Sans doute au chapitre des occasions manquées, c'est ce que nous verrons ensemble tout à l'heure, après le récit consacré aujourd'hui à la jeunesse, notamment la jeunesse tunisienne de l'homme politique. Et vous nous emmènerez justement en Tunisie dans la troisième partie de l'émission. Exactement, à Tunis même, et nous aurons pour guide Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous réserve quelques surprises et Lorena Martin. Je sens que je n'aurai pas beaucoup plus à dire, pas davantage à faire pour vous convaincre de rester avec nous. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous allons commencer cette émission par évoquer une figure qu'on a tendance à oublier, c'est dommage, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans une autre vie, c'était un monsieur étonnant, Michel Jobert. Nous sommes au début de l'année 1971, il est secrétaire général de l'Élysée, on peut dire que c'est sans doute le personnage le plus important de l'État après le président de la République. Et Michel Jobert, le président de la République c'est Georges Pompidou à l'époque bien entendu, Jobert reçoit comme à son habitude un certain nombre d'élèves sortis de l'École nationale d'administration, la fameuse ENA. Lui-même est ancien élève de l'ENA, membre de la Cour des comptes. Il cherche un certain nombre de membres pour un cabinet, il cherche des chargés de mission, et ce jour-là, il reçoit donc un jeune homme grand, imposant, qui s'appelle Philippe Séguin et qui a 27 ans. Grand gaillard avec un CV très intéressant, il est diplômé de l'IEP d'Aix-en-Provence et diplômé de l'ENA et surtout, si je puis dire, c'est peut-être ce qui intéresse les instances politiques, il est clairement gaulliste. Et pendant l'entretien, Michel Jobert, vous savez, Michel Jobert avait tendance à marquer des silences, comme ça, des très longs silences, qui rendaient d'ailleurs ses interlocuteurs parfois mal à l'aise, qui les mettaient mal à l'aise. Il est assez distant. Seulement Philippe Séguin ne se laisse pas déstabiliser et en vérité, c'est même lui qui rompt le silence, qui prend la parole d'une voix forte pour remercier le secrétaire général de l'Élysée de lui accorder cette audience. Nouveau silence, et c'est encore Philippe Séguin qui parle. Il évoque sa famille, son histoire, son attachement à la Méditerranée. Ça, c'est un thème qui ne pouvait que séduire Michel Jobert, qui à son tour prend la parole et qui lui dit « Vous croyez vraiment que tout cela a de l'importance ?» On en reste là. Philippe Séguin se lève, quitte le bureau d'un Michel Jobert impassible, et malgré cet entretien court et, disons-le, assez froid, Jobert a apprécié l'aisance de ce candidat, l'autorité naturelle de ce Philippe Séguin qui fait ses premiers pas dans le monde politique, un monde dans lequel il va dès lors évoluer avec des succès, mais aussi beaucoup de revers pendant près de 40 ans. Philippe Séguin est né à Tunis dans la nuit du 20 au 21 avril 1943. La Tunisie qui était à l'époque au premier rang des opérations de la Seconde Guerre mondiale. N'oubliez pas le débarquement en Afrique du Nord qui avait eu lieu, le débarquement franco-américain de novembre 42. C'était encore un protectorat français, bien sûr. Sa mère est institutrice. Son père a été champion d'Afrique du Nord de 110 mètres haies, puis vice-champion de France, même si selon certains, son géniteur ne serait, dit-on, qu'un commerçant juif tunisien, Albert Hayat. Alors ça, c'est aussi une des questions sur lesquelles nous aurons à revenir tout à l'heure. Cette nuit-là, comme toutes les nuits depuis plusieurs semaines, la ville, qui toujours est aux mains des forces italiennes et allemandes de l'Afrika Korps, la ville est bombardée donc par les Alliés. Libération de Tunis, c'est une question de jours. Et le père de Philippe Séguin, Robert, va bientôt prendre part au combat aux côtés des Alliés. Quelques jours après la naissance de son fils, il quitte Tunis avec son unité, part sur le front italien et puis, à la fin du mois d'août 1944, le voilà qui débarque en France dans la foulée du débarquement de Provence, août 1944, avec le 4e régiment de tirailleurs tunisiens. Quelques jours plus tard, il va se faire tuer, Robert Séguin. Il est tué à Glénance, en Franche-Comté, par un tir de barrage allemand. Robert Séguin n'avait que 22 ans
et son fils à 16 mois. Et on peut dire que ce Philippe Séguin va toute sa vie garder le souvenir de son père. Il emmènera partout avec lui un petit cahier vert confié par sa mère et qui contient des notes, des lettres, des photographies sur les derniers mois de la vie de son père. Il y a aussi des coupures de presse sur les circonstances tellement dramatiques d'une mort au combat, d'une mort pour la France. Le voilà donc pupille de la nation, ce petit Philippe, fils unique. Il est élevé par sa mère à Tunis dans ce milieu très modeste. Sa mère est exigeante, elle est sévère comme en 1983 sur Europe 1, on pourra l'entendre, c'était dans l'émission d'Olivier de Rinxin, numéro 1 de demain. Je vous propose d'écouter la mère de Philippe Séguin. Je me souviens que je vais donner une fois le fouet, mais c'est tout. Mais c'était très sévère. Le fouet, pourquoi? Ah, je raconte ça? Je sais pas s'il va être content. Bon, alors, il y avait un gros magasin de tissus où les patrons étaient mes voisins de palier. Et alors, et un jour, il est passé en disant, voilà, maman est occupée, quoi. Et elle m'a dit de prendre, de vous emprunter, à ce moment-là, je crois que c'était 100 francs, je sais plus, mais 100 francs de l'époque, hein. Alors, le monsieur, il me connaissait, il lui donnait 100 francs. Et puis, ça le tourmentait, quoi. Et quelques jours après, je passe et il me dit, tu sais, ton fils est passé, ça et ça. Et alors, on arrive dans la maison, il a reçu la correction. La correction de cet élève qui est un bon élève, très curieux. Il adore Alexandre Dumas et Jules Verne, ça ne peut pas être un mauvais gamin. Quand il n'est pas en cours, il aime profiter de ce climat tunisien tellement exceptionnel. Toujours dans cette même émission d'Olivier de Rinxin en 83, Philippe Séguin lui-même parlait de la Tunisie de son enfance. Et vous allez entendre à cette occasion une autre voix historique d'Europe 1, Eugène Sacomano. Un pays merveilleux, c'est un pays qui est resté ma deuxième patrie, c'est toute une série d'images, Tunis bien sûr, les plages des alentours, Gamarte, Carthage, Salammbô. Il y a aussi les tramways? Et les tramways bien sûr. Écoutez. Les tramways, quand on était jeune, la resquille sur les plateformes et sur les tampons, tout ça, je suis sûr que Philippe s'en souvient très bien. Vous resquillez toujours dans les autobus? Je resquillais à l'époque, je faisais en quelque sorte récupérer à ma mère les 100 francs dont il était question tout à l'heure. Alors évidemment, ça s'agite beaucoup en Tunisie dans les années 50. Vous savez, il y a cette montée des mouvements nationalistes. C'est notamment le patron du Néo-Destour, Habib Bourguiba, qui intensifie la lutte pour l'indépendance tunisienne. Son arrestation met le feu aux poudres. En juillet 54, le président du Conseil, à l'époque c'est Pierre Mendès France, accorde à la Tunisie l'autonomie interne. On peut dire que c'est la première étape vers ce qui va bientôt devenir l'indépendance. Ça, c'est pour mars 1956. Et dans ce contexte, la mère de Philippe, qui a refait sa vie, va quitter la Tunisie pour la France. Elle va s'installer dans le Var, à Draguignan, où son fils doit la rejoindre. À la fin du mois d'août 1955, vers 11h du matin, il embarque seul sur le paquebot El Djezaïr. Il est parti pour Marseille. Et voilà, la Tunisie déjà, la côte est en train de s'éloigner. Philippe Séguin n'a que 12 ans. Il n'est venu que 2 fois en métropole. On devrait dire maintenant en France. Et on peut le dire, il ne connaît tout simplement rien de la France.
Un extrait de l'ouverture de Faust de Charles Gounod. Un extrait. Je suis pas sûr qu'il soit calé sur le bon passage, pour Non, tout vous dire. C'est pour vous donner envie d'aller écouter Voilà, l'intégralité. c'est ça. Voilà, c'est comme ça sur Europe 1. Aujourd'hui, vous nous racontez les débuts de la vie politique de Philippe Séguin. Cette émission lui est consacrée et on voit qu'il a passé son enfance en Tunisie. Il n'a que 12 ans quand il arrive en France, c'est en 1955. Quel souvenir Philippe Séguin garde, lui, de son enfance en Tunisie ? De très bons souvenirs. Tout au long de sa vie, il va revendiquer cette origine tunisienne et il écrira par exemple « J'ai tout appris en Tunisie, à marcher, à courir, à nager, à lire, à écrire. Certains rejettent leurs racines, moi j'assume ma terre natale et j'en suis fier. » Et dans son bureau à la mairie d'Épinal, dans les Vosges, Épinal dont il sera maire de 1983 à 97, Philippe Séguin avait une photo de Habib Bourguiba, le père de l'indépendance tunisienne. Alors, en attendant, il vient donc d'arriver en France, c'est un petit garçon, vous l'avez dit, il vit avec sa mère à Draguignan, c'est un bon élève. À 14 ans, il se présente au concours d'entrée à l'école normale d'instituteur et en parallèle, l'été, il est pigiste à l'agence de Draguignan, l'agence du journal Le Provençal, dont le patron n'est autre que le très célèbre maire de Marseille, le socialiste Gaston Defferre, évidemment. À 16 ans, il poursuit ses études à Nîmes. Il est jugé apte à devenir professeur des collèges, professeur d'enseignement général. Il passe une année de formation professionnelle spécialisée à Aix-en-Provence, en faculté de lettres. Quelle discipline choisit-il, d'après vous ? L'histoire. Et à cette époque, Philippe Séguin va commencer à s'intéresser à la politique et notamment à la guerre d'Algérie qui fait rage et qu'il touche tout naturellement. Il s'engage à l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF, qui est favorable à une paix en Algérie. Inutile de vous dire qu'à l'époque, c'est loin de faire l'unanimité. Et au lendemain de cette indépendance algérienne, il rejoint Alger comme représentant de l'UNEF. Il enseigne l'histoire à des terminales, il les remet à niveau pour le bac dont les épreuves ont dû être reportées, évidemment. Philippe Séguin est un homme partagé entre le passé de sa famille en Tunisie, le tempérament de ses grands-parents, très colonial et patriote, et la marque laissée par la formation de l'école normale par sa mère et son beau-père, très connoté enseignant, raconte Arnaud Tessier. Dans l'immédiat, il reste proche des idées et des milieux socialistes, mais avec une connotation chrétienne, et il se souviendra même d'avoir déjà tracé des oui avec ses copains sur les routes au mouvement, il écrit à la bombe, sur les routes au moment du référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel en 1962. Philippe Séguin abandonne assez vite l'enseignement, il poursuit toujours ses études d'histoire pendant ce temps-là, il continue ses activités de journaliste, on lui donne la charge de la rubrique vie universitaire dans le Provençal, il va finir par démissionner du journal et à 22 ans, il entre donc à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. À ce moment, il est en train de se détourner de son parti naturel, si je puis dire, de la SFIO, du Parti socialiste de l'époque, qu'il trouve trop anti-gaulliste et plus tard il dira: la SFIO m'avait profondément déçu et le PSU m'avait fatigué avec ses palabres. Et puis, je participais également d'une autre tradition par mes origines, une tradition où le drapeau comptait, où l'on savait ce que nation voulait dire, d'autant que le gaullisme tel que je le concevais me permettait de surmonter ces contradictions. Il n'était ni de droite ni de gauche. Preuve de ce changement d'orientation, il va maintenant tenir un bloc-notes dans l'hebdomadaire gaulliste La Provence Libérée. Il est également assistant de la campagne du député UDR sortant d'Aix-en-Provence, Michel-Henri Fabre. On est là en 1967. Finalement, il sera battu, Fabre sera battu au second tour face à l'Union de la gauche. Et malgré ces activités que vous devinez multiples, Philippe Séguin continue toujours ses études. Il est donc bientôt admissible à l'ENA. Il passe la redoutable épreuve de l'oral. 4 ou 5 semaines plus tard, à Aix, dira-t-il, on m'avertit que la secrétaire de la préparation à l'ENA me cherchait d'urgence. Quand elle me vit, elle se mit à pleurer. Elle était en poste depuis longtemps et j'étais le premier de ses protégés à réussir le concours sans avoir fait le détour par Sciences Po Paris. Ah, ça c'est un titre de gloire. Le voilà qui sortira 7e de l'ENA, Philippe Séguin. Il choisit donc, il a le choix, quand on sort 7e c'est très bien, il choisit la Cour des comptes. Il va se montrer un auditeur méthodique, précis, minutieux. Et désormais, on peut le dire, il a rempli toutes les cases, il est prêt pour une véritable carrière politique.
Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Philippe Séguin. Vous êtes déjà très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Eh bien, n'hésitez pas à continuer. Réagissez, posez vos questions à Franck Ferrand et son invité jusqu'à 15h. Rendez-vous sur la page Facebook au cœur de l'histoire et Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire de la vie de Philippe Séguin cet après-midi sur Europe 1. Alors, on a vécu, grâce à vous, Franck, son enfance en Tunisie, son arrivée en France, ses études. Et voilà, maintenant qu'il commence la politique. Alors oui, la politique d'une façon très administrative encore, puisque vous avez vu son entretien d'embauche, si je puis dire, tout à l'heure avec Michel Jobert. Il va entrer, figurez-vous, en 73, donc à 13 ans, à 30 ans, n'importe quoi. À 30 ans, en 73, il est nommé dans l'équipe du secrétaire général de l'Élysée pour travailler sur 3 sujets, l'agriculture, l'environnement et les rapatriés. On ne lui a pas donné les sujets les plus brûlants, mais c'est un début, bien entendu. Michel Jobert ne va pas longtemps rester à l'Élysée. Il est bientôt remplacé par Édouard Balladur. Et Séguin, plus tard, confiera, je cite, « Ma mission, comme celle de tous les conseillers du président, était très simple. Je devais tenir le président, donc Pompidou en l'occurrence, informé de tout ce qui méritait d'être porté à son attention dans les domaines de ma compétence. Je devais lui servir d'intermédiaire avec les ministres concernés, faire passer leurs messages et à l'inverse, quand il y avait lieu et quand l'affaire ne justifiait pas une intervention personnelle du président, leur transmettre ses conseils ou ses instructions. Concrètement, je devais suivre quotidiennement les activités des ministres, savoir en permanence ce qu'ils préparaient ou manigançaient. Cela impliquait une participation assidue, muette mais attentive à tous les comités interministériels tenus à Matignon et de s'inviter aux apéritifs du cabinet. À cette période, Séguin fait la connaissance d'un homme ambitieux, promis à un grand avenir. Il est ministre de l'Agriculture, vous l'avez déjà reconnu, évidemment, c'est Jacques Chirac. Le quotidien de l'Élysée est totalement perturbé, vous le savez, à ce moment-là, par la maladie du chef de l'État. Georges Pompidou est de plus en plus malade. Sa mort finit par survenir en avril 1974. Dans un ouvrage intitulé « Itinéraire », Philippe Séguin racontera plus tard, je le cite, « J'ai très fortement ressenti la disparition de Georges Pompidou, qui était un homme de très grande dimension, beaucoup plus intrinsèquement gaulliste qu'on ne l'a cru et qu'on ne l'a dit. Mais en l'espace de quelques jours, l'émotion se dissipa et tout le monde se préoccupa d'autre chose. Quant aux collaborateurs de second rang comme moi, on les laissa pour la plupart tomber comme de vieilles chaussettes. Oh, je n'ai pas oublié. De quoi s'occupe-t-on, d'après vous, dans les allées du pouvoir ? Eh bien, de ce qui va se passer maintenant, de l'élection présidentielle, bien entendu. Philippe Séguin s'engage très loyalement derrière Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre de Georges Pompidou. Et vous savez ce qui va se passer. Dès le premier tour, Jacques Chaban-Delmas est complètement coiffé au poteau par un certain Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances. À ce moment-là, Philippe Séguin devient adjoint au directeur de l'éducation physique et des sports et puis il rentre dans son corps, comme on dit, il rentre à la Cour des comptes. En 1977, Christian Poncelet, qui est président du Conseil général des Vosges à l'époque et secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Poncelet lui propose de diriger son cabinet. Il fait découvrir à Séguin le département des Vosges. Il lui propose un fauteuil de député. La tâche s'annonce délicate. Le siège a été sauvé de peu aux législatives de 73. La mairie d'Épinal, à l'époque, vient de passer à gauche. Et d'autre part, Séguin, disons-le, est un nouveau venu dans les Vosges. Il va devoir affronter un certain nombre de candidats à droite. La crise du textile, à l'époque, est en train de ravager le département. Il n'empêche, Philippe Séguin ne se décourage pas. Il fait campagne. Il dresse un chapiteau au centre de la ville de Thaon-les-Vosges. Il invite les ouvriers des grandes entreprises menacées à venir là pour discuter, pour s'exprimer. Il affirme que les licenciements sont inévitables, qu'il faut se préparer à la création de nouveaux emplois et s'occuper de celles et ceux qui ne pourront pas se reconvertir. Et le soir du premier tour, donc on est le 12 mars 78, Philippe Séguin est en tête avec un peu plus de 46% des voix, donc ballottage favorable. La semaine suivante, il l'emporte avec une faible majorité, mais il l'emporte. Il est maintenant député de la première circonscription des Vosges. On peut dire que cette fois, depuis le temps que je l'annonce, cette fois, la voie pour lui est tracée. Bonjour Arnaud Tessier. Bonjour. On ne peut pas dire que ce soit une carrière politique a priori comme ça flamboyante dans ses tout débuts. Il passe par les petites portes classiques pour un ancien élève de l'ENA, Philippe Séguin. Ce n'est pas un homme de réseau. C'est ça. C'est un homme qui vient de sa province, d'abord de sa Tunisie, puis ensuite
de Provence, d'Aix, Mhm. n'a pas de réseau, et puis il ne s'est pas vraiment mis dans le sillage d'une figure politique. Et il ne le fera jamais, d'ailleurs. Si, le seul sillage qu'il veuille bien admettre, c'est celui du général de Gaulle, mais Oui. lointainement, bien Mais sûr. c'est parce qu'il au-delà a du commen- sillage, Ouais, c'est une ça. figure tutélaire. Exactement. Et donc c'est plutôt un homme qui est attaché aux idées, ce qui ne facilite pas, et qui a un tempérament assez entier, qui n'est pas d'un abord très Mais facile. alors, réglons tout de suite cette question. Est-ce que oui ou non, il est ambitieux? Est-ce qu'il a envie de réussir dans la politique? Il est ambitieux, mais il l'a dit lui-même, et je crois que ça correspondait vraiment à son caractère. C'est pas une sorte d'ambition démesurée, une obsession d'arriver au sommet, mais il est toujours comme dans une course d'obstacles, parce que il a toujours été comme ça. Il a toujours vu, il faut toujours franchir un obstacle. Sérieusement, en travaillant, il était comme ça quand il faisait ses études, quand il a préparé l'ENA, il se posait pas de questions. Et puis ensuite, c'est l'obstacle suivant. Je dirais qu'il essaie d'avancer parce que il veut toujours aller plus loin. Mais ce n'est pas une ambition frénétique. Hein. C'est pas C'est ça. quelqu'un qui rêve Il ne d'atteindre fait les pas honneurs. partie de ces espèces de jeunes loups de la Ve République qui, dès l'âge de, je sais pas moi, de 13 ou 14 ans, rêvent d'être au sommet de l'État. Non, je ne sais pas qui vous pensez, mais de toute façon, il ne fait pas. Un certain nombre de personnes. hein. Il ne ferait pas les efforts pour cela. De toute Voilà, façon, il n'en c'est est ça. pas capable. Exactement. C'est un homme trop âpre et solitaire, et en même temps avec un Avec un beaucoup de caractère un charme. peu difficile. Oui, on peut le dire, oui, plus que difficile. Une grande capacité de séduction, hein, dont il savait user quand il le voulait bien. Mais quand même, il partait vite, hein, en colère. Il partait vite et c'était toujours très Certains spectaculaire. disaient qu'il était soupe au lait, Oui, une soupe très, très, très chaude. qui montait vite et volontiers. Vous en parlez d'autant plus savamment, vous Arnaud Tessier, que vous avez été son collaborateur, il faut le dire. Oui, et notamment, j'ai eu la chance d'être son stagiaire de l'ENA, il y a 30 ans. Et là, c'est un poste d'observation extraordinaire à la mairie d'Épinal, parce que je l'ai vu travailler vraiment sur les dossiers d'un maire avec une énergie et une sorte surtout une intelligence absolument fulgurante. Il fallait pouvoir suivre. Oui, il avait 2 ou 3 coups d'avance, généralement. Toujours, oui. Et il valait mieux essayer de rattraper son retard. Des coups d'avance sur ses adversaires, mais aussi sur ses collaborateurs, d'une certaine manière. Bah oui, parce que comme c'est un fonctionnaire excellent, il connaissait tous les dossiers, il les comprenait très vite. Donc avec lui, on apprenait à travailler vite. Et à partir du moment où on travaillait vite, on comprenait à peu près en même temps que lui, tout se passait très bien. Vous êtes le biographe notamment de Richelieu. Est-ce qu'on fait la biographie d'un homme récent et qu'on a connu soi-même comme celle d'un homme d'État disparu depuis 3 siècles et quelques? La difficulté était pour moi de mettre de la distance vis-à-vis de quelqu'un que j'avais connu à certains moments de son existence. Je n'étais pas un intime. Donc c'était de mettre de la distance et de le considérer comme un objet d'histoire. Et ce n'était pas si difficile en réalité parce qu'il s'inscrivait lui-même toujours dans l'histoire. Oui. Et c'est une perspective qu'il ne perdait jamais de vue, ça, l'histoire. Il était très gaulien en cela. Il pensait en homme qui inscrit l'action dans Et l'histoire. qui écrit un nouveau chapitre de l'histoire. Il ne l'a peut-être pas écrit autant qu'il l'aurait souhaité. C'est ce que nous allons voir ensemble dans un instant. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de l'homme politique Philippe Séguin avec votre invité Franck. Vous recevez Arnaud Tessier. Il est historien, haut fonctionnaire, ancien collaborateur de Philippe Séguin et il est aussi et surtout l'auteur de Philippe Séguin, le remords de la droite, paru il y a quelques jours chez Perrin. Ce que je voudrais faire, et nous reviendrons sur ce sous-titre tout à l'heure, ce que je voudrais faire, c'est évidemment défiler, si je puis dire, la carrière de Philippe Séguin et reprendre un certain nombre des grandes positions qui ont été les siennes. Mais avant cela, on ne peut pas faire l'économie d'un petit retour sur cette jeunesse que j'ai rapidement racontée tout à l'heure. Et c'est Christophe Dard qui souligne l'importance de la question de la naissance. Était-il le fils de son père, de ce père tué au combat pendant la Libération ? Alors ça, c'est une rumeur qui a toujours couru, effectivement, que son père n'était pas son vrai père. Il en a été question dans un livre il y a quelques années. Je ne peux pas vous répondre avec d'absolue certitude. Je sais simplement que ça repose sur un seul témoignage indirect. Donc c'est quand même extrêmement fragile. Et par ailleurs, je dirais, je ne suis pas sûr que c'est beaucoup d'importance parce que son père, tué au combat, a été vraiment le personnage qui a occupé sa vie et qui a énormément compté pour lui à cause de l'image, à cause de ce cahier vert dont il était question. Et puis, c'est lui la figure tutélaire, incontestablement. Et puis, sur la fin de sa vie, c'est certain, Philippe Séguin a rendu justice à sa mère. Il est mort d'ailleurs quelques mois après sa mère, ce qui est assez frappant. Il a rendu hommage à sa mère, il trouvait qu'il l'avait peut-être pas assez compris quand il était jeune, tous les efforts qu'elle avait fait pour lui et tout ce qu'elle lui avait apporté en termes d'éducation.
et de compréhension de la vie. Et ça m'a beaucoup frappé dans les derniers temps de sa vie, ce retour vers sa mère. Je pense que c'est ça qui est peut-être le plus important. Et l'arrachement à la terre natale, comment a-t-il vécu cette traversée de la Méditerranée, si je puis dire ? Je pense avec une certaine angoisse, parce que c'était vraiment le cadre de son enfance et il partait vers un monde tout à fait nouveau. En même temps, il était allé quelquefois en vacances en France très brièvement, et puis surtout, connaissait la France à travers des livres, à travers des images, que celles qu'un enfant peut avoir dans un milieu très patriotique. Une France un peu idéalisée d'une certaine manière. Oui. Il aimait la France, mais il aimait la France comme une idée. Et puis à travers quelques personnages, notamment à travers un beau livre qu'il avait feuilleté dans son enfance, des figures comme Clémenceau, et puis comme De Gaulle. Et donc la France, pour lui, c'est une grande chose. Mais il y va quand même avec un petit peu de peur, parce qu'il quitte cet univers avec sa famille, ses grands-parents, où il était vraiment comme un poisson dans l'eau, si j'ose dire. Et là, il découvre un nouvel univers. Mais il va être très bien en Provence, il va se faire des amis, il va découvrir un monde qui lui plaît beaucoup. Et puis, c'est un garçon très travailleur. Hein. Les études vont occuper sa vie très vite. C'est un adolescent très éveillé qui assiste au retour au pouvoir du général de Gaulle, qui assiste de loin, évidemment, qui assiste de loin à mai 68. Et pourtant, il a 25 ans en mai 68. Oui, il est en stage en Polynésie et donc il ne voit pas mai 68. Il n'assiste pas à cette sorte de tragicomédie dont ses camarades de l'ENA qui sont en stage en France ou qui sont là sont les témoins. Et je pense que ça a beaucoup compté dans sa formation politique. Il n'a pas vu le général de Gaulle hésiter, il n'a pas vu la Ve République chanceler. Et donc, il est revenu avec l'idée que tout cela, c'était uniquement des bourgeois trop gâtés qui avaient manifesté, ce qui était un peu vrai d'ailleurs, mais il en est resté comme avec l'idée d'une Ve République très forte et très solide à laquelle il était très attaché. Oui, et il faut dire que cette Ve République, il va la découvrir dans le cœur même du pouvoir, puisque étant maintenant diplômé de l'ENA et conseiller, il était conseiller à ce moment-là à la Cour des comptes, il entre dans le Saint des Saints, c'est-à-dire à l'Élysée. Alors évidemment, pendant la maladie du président Pompidou, sous la tutelle successive de Michel Jobert et d'Édouard Balladur, c'est quand même un aperçu extraordinaire des rouages de cette Ve République, à leur apogée, on peut le dire. Oui, puis c'était la grande époque quand même, parce que la présidence Pompidou est assez dans l'esprit quand même de la présidence de Gaulle. De Gaulle, oui, bien sûr. Et puis quand même, il rencontre des gens qu'il va retrouver après, Édouard Balladur, Jacques Chirac, Pierre Juillet, Marie-France Garot, et bien sûr. Tout un petit monde des gens qui vont jouer un rôle important ensuite. Il n'a pas été le poulain, si je puis dire, de Marie-France Garot et de Pierre Juillet, il aurait pu. Non, parce que c'était pas facile d'être leur poulain. C'était une sorte de cabinet secret. Et puis, Philippe Séguin n'a jamais été le poulain de personne. Et voilà. Mais c'est peut-être une des limites de sa carrière, si je puis me permettre. Une limite et un peu son charme. Oui. C'est-à-dire qu'il est à la fois très indépendant d'esprit, très libre, mais on a toujours l'impression que dans les rouages de l'État tels qu'ils existent et dans ceux de la politique tels qu'il les a découverts peu à peu, il lui manque les moteurs d'une certaine manière. Son début de carrière se fait dans les Vosges, brillant, puisqu'il est élu à ces élections législatives de 1978, élections des dupes, si je puis dire, puisqu'il était prévu que la majorité soit pour la gauche, et finalement, c'est le président Giscard d'Estaing qui sort vainqueur, si je puis dire. En tout cas, c'est sa majorité qui sort vainqueur de ces élections de 78. Mais lui, il vit ça dans les Vosges. Oui, et d'ailleurs, il va vraiment prendre toute sa dimension dans les Vosges qu'en devenant maire d'Épinal en 83. Voilà. Ça va être une grande passion de sa vie d'être maire. Maire. Il ça lui convient finalement. Oui, il trouvait ça dur, exigeant, mais c'est sa passion. Il est évident que et Dieu sait qu'Épinal est une ville remarquable, on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois à ce micro, mais s'il n'avait été que maire d'Épinal, on ne serait pas en train aujourd'hui de consacrer une émission à Philippe Séguin. C'est un homme qui, évidemment, petit à petit, a incarné une véritable école de pensée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont des séguinistes, d'après vous ? Alors, il y a des gens qui ont plus de 40 ans et qui ont connu cette période, notamment le débat sur Maastricht, qui a été quand même le grand moment de sa carrière politique. Et puis, il y a dans la jeune génération, les gens qui ont 20-25 ans aujourd'hui et qui s'intéressent à la politique et qui voient que la politique n'est pas toujours ce qu'ils souhaiteraient qu'elle soit, il y a des gens qui le redécouvrent, qui n'ont pas connu, qui étaient trop petits ou qui n'étaient même pas nés quand il était une figure politique importante, parce qu'il incarne quelque chose qui finalement, que l'on cherche aujourd'hui. Et c'était très net lorsqu'il y a eu ces obsèques nationales, lorsqu'il y a eu des obsèques absolument retentissantes. Il y a eu une sorte de choc qui s'est senti dans les médias,
alors que finalement, si on faisait la liste de ses positions politiques, elles n'avaient pas été si considérables que ça. Et puis, oui, c'est ça, quand vous dites ses positions, c'est ses postes, les postes qu'il a occupés. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, oui, il a été ministre des Affaires sociales et de l'Emploi de 86 à 88 dans le fameux gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac, après les fameuses législatives du 16 mars 86, et il a été président de l'Assemblée nationale de 93 à 97, c'est-à-dire le deuxième personnage de l'État, certes, mais on a l'impression que son aura va bien au-delà des postes qu'il a pu occuper, d'ailleurs de façon relativement fugitive. La grande affaire, c'est la souveraineté nationale, la grande affaire, c'est Maastricht. Nous y venons dans un instant. Nous sommes au cœur de l'histoire de Philippe Séguin cet après-midi avec Arnaud Tessier, votre invité. Franck, il est historien, haut fonctionnaire, ancien collaborateur de Philippe Séguin et il est auteur de Philippe Séguin, le remords de la droite, paru chez Perrin la semaine dernière. Et vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Il y a Hubert qui nous demande via Twitter avec le hashtag ACDH pourquoi Philippe Séguin n'a-t-il jamais été Premier ministre de Jacques Chirac ? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à une question aussi politique, Arnaud Tessier. Oh, je crois qu'il y a une raison toute simple. Effectivement, on aurait pu le penser puisqu'il avait été quand même un des artisans de la victoire de Chirac en 95. Je pense que Jacques Chirac n'avait pas envie d'avoir auprès de lui une personnalité aussi bouillonnante et un rival possible dans son esprit, comme pouvait l'être Philippe Séguin, alors qu'il était très loyal, et qu'il a préféré une personnalité moins bouillonnante et à laquelle il était plus habitué et qu'il a appelé le meilleur d'entre nous, Alain Juppé. Je crois vraiment que Philippe Séguin a retenu trop de place à Matignon dans les calculs de Jacques Chirac. Mais est-ce qu'à chaque fois que de grandes ambitions pouvaient s'ouvrir à lui, de grandes possibilités, il ne s'est pas trouvé quelque chose pour l'en empêcher d'une certaine manière? C'est ça ce que vous voulez dire en parlant du remords de la droite? Oui, c'est-à-dire qu'on dit toujours, on met toujours sur le compte du mauvais caractère de Philippe Séguin ce destin inachevé. Mais enfin, des fois, on lui a tendu littéralement des pièges. Par exemple, lorsqu'il était candidat à la mairie de Paris, où Jacques Chirac n'a pas voulu choisir entre Jean Tibéri qui se maintenait et Philippe Séguin qui était le candidat normal. Donc avec deux candidats à droite, la défaite était certaine. Donc je crois qu'on a tout fait pour que son destin soit inachevé. En fait, c'est un homme qui était peut-être trop entier pour conquérir des postes de pouvoir, finalement. Il était, et on pourrait citer comme ça, on pourrait faire toute une liste de ces grandes figures de la Ve République, promises à un très haut destin, et qui finalement se sont trouvées entravées elles-mêmes par leur caractère, d'une certaine manière. Oui, ça remonte même à la Troisième République. Bien plus avant. Gambetta. Gambetta c'est un peu le Gambetta de la Ve. Voilà, ou Clémenceau, dont on a barré la route pour l'Élysée. Oui. Voilà. Mais j'allais dire, il l'avait bien cherché, mais je vais encore me faire des ennemis. Donc. Mais vous savez, quand le pays est gouverné de manière un peu ratsoc, on n'aime pas les grosses personnalités. Ratsoc, c'est-à-dire radical socialiste. Oui. Il faut que vous expliquiez. Là, il faut que vous clarifiez l'expression. Oui, radical socialiste. C'est un petit peu finalement la personnalité de Jacques Chirac sur le plan politique. Il n'avait pas envie d'avoir une personnalité qui avait une telle liberté d'esprit, qui allait en plus avec un caractère qui n'était pas particulièrement facile. Est-ce que ça n'est pas le grand sujet, finalement, si l'on parle aujourd'hui autant encore de Philippe Séguin, c'est très largement de ce fait. Est-ce que ça n'est pas l'homme qui a dit non à cette espèce de consensus très général de marche vers l'Europe unifiée, en fait? Oui, parce qu'on prête à Jacques Chirac le propos, le chancelier n'acceptera jamais la nomination de Séguin comme Premier ministre. Il a dit ça devant C'était témoins. chancelier Kohl à l'époque. Oui, donc il y a cela, bien sûr, le fait que Séguin se soit identifié au combat contre le traité de Maastricht. Alors cette affaire, c'est la grande affaire de sa vie, incontestablement. Les grands discours qu'on cite généralement de Philippe Séguin sont les discours de cette campagne de 1992. Voilà ce qu'il disait à propos de la logique du processus de Maastricht. C'était au micro de Bruno Seznec. Nous sommes le 6 mai 1992. La logique du processus de l'engrenage économique et politique mise au point à Maastricht est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789.
1992 est littéralement l'anti-1789. C'était ce qui s'appelle avoir le sens de la formule, mais ne pas savoir se faire beaucoup d'amis. Parce qu'évidemment, ça a beaucoup choqué, cette phrase. Oui, parce que la droite avait une position très ambiguë, le RPR. Beaucoup de députés RPR étaient du côté de Séguin. Mais Jacques Chirac voulait, pour différentes raisons, en 1992, il était déjà dans l'idée de revenir au pouvoir, il voulait avoir une position en réalité pro-Maastricht, pour ne se ménager les appuis nécessaires. Je crois qu'il ne faut pas penser que Philippe Séguin était anti-européen. Il voulait une Europe telle que De Gaulle la concevait, une Europe puissante, mais fondée sur les réalités. Une Europe des nations, disons. Des nations. Et il ne croyait pas il pensait que transférer la souveraineté des peuples à une sorte d'entité européenne illégitime, c'était s'engager sur une voie irrémédiable. Illégitime parce que technocratique, dit-il, il savait de quoi il parlait, puisqu'il en était issu, lui, de la technocratie. Oui, mais c'était un technocrate qui savait que le pouvoir revenait aux politiques. Et oui, voilà. Il était dans la tradition française normale. Oui. Il aurait pu... il a gagné d'une certaine manière. On peut dire que ses idées on lui rend aujourd'hui quasiment universellement hommage dans les milieux anti-européens. D'abord, il a failli gagner en 92 à un point près, mais je dirais que la prostate de François Mitterrand a fait peser la balance du côté du oui. Il y a eu ce débat désastreux où il s'est effacé devant le président Mitterrand, en fait. Et, pour des raisons qui étaient liées à une sorte de scénographie médicale absolument incroyable. Mais le président Mitterrand souffrait le martyre, et Philippe Séguin ne se sentait pas comment dire, il n'avait pas l'intention de le rabaisser ou de l'attaquer violemment dans un débat, en fait. Il a découvert effectivement qu'il y avait une sorte d'hôpital de campagne le jour du débat, donc ça l'a déstabilisé. Et puis il y a également le fait, effectivement, que ce qu'il a dit à l'époque sur Maastricht, tout s'est vérifié en réalité. La crise de l'Europe aujourd'hui coïncide tout à fait avec ce discours un peu prophétique qu'elle avait prononcé le 5 mai 92 à l'Assemblée. Nous serions il y a un an, je vous dirais évidemment. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué. On a entendu le récent discours d'Athènes du président Macron. On peut dire que le fédéralisme a de nouveau le vent en poupe en Europe, et en France aussi d'ailleurs. Le fédéralisme n'aura le vent en poupe que si les peuples adhèrent au projet européen. Oui, voilà, ça c'est la grande question. Et ça, ce n'est pas démontré. Vous pensez que Philippe Séguin aurait pu mener un autre projet, si je puis dire? Il aurait pu faire éclater l'Europe telle qu'elle existait pour créer autre chose? Il en avait la capacité? Il pensait en 92, en tout cas, qu'il était encore temps de choisir un processus plus rationnel et plus conforme aux principes démocratiques. Après, c'est devenu difficile. Et il a dit, on est dans la logique de Maastricht, il faut faire avec. Et pourquoi accepte-t-il la présidence de l'Assemblée nationale après? Il accepte la présidence de l'Assemblée nationale en 93 parce qu'il ne veut pas être ministre d'abord, parce qu'il aime beaucoup l'Assemblée nationale. C'est un député qui aimait beaucoup l'Assemblée, qui aimait beaucoup le métier de parlementaire, et aussi parce que ça lui donne quand même une position pour exprimer ses idées, une position pour parler qui est importante pour lui. C'est un homme pour qui le discours, la parole publique faisait partie de la politique. Il était d'un grand poids et d'une valeur incontestable. C'est-à-dire qu'il avait une forme de responsabilité, ça on peut dire. Et puis c'était un très grand orateur, il le savait. Il meurt très tôt, à l'âge de 66 ans, en 2010. Vous écrivez 7 ans plus tard sa biographie avec cette très belle photographie en couverture de Jacques Bourguet. Qui est prise dans son bureau à l'Assemblée nationale avec un portrait de De Gaulle absolument magnifique. Tout ça, c'est une sublime photo. Le livre est tout en retenue comme toujours, et en même temps, vous ne pouvez pas cacher votre grande admiration. Oui, une admiration qui correspond à ce que j'ai toujours pensé, avec quelquefois des moments de déception, de découragement, mais oui, une admiration, parce que je pense que c'était une figure, un ton, une voix, un ton et une liberté d'esprit qui manque à la politique aujourd'hui, et je pense que beaucoup de gens le ressentent. Nous allons, si vous le voulez, avec Clémentine Portier-Kaltenbach, revenir sur la Tunisie de l'enfance de Philippe Séguin, pour ceux qui veulent entrer dans la pensée, dans le destin de cet homme tellement singulier. Je vous conseille bien sûr cette biographie d'Arnaud Tessier, Philippe Séguin, Le remords de la droite. C'est édité chez Perrin. Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse. Une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils
Et celle qui vous emmène à Tunis cet après-midi sur Europe 1, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Elle est chroniqueuse d'histoire, vous la retrouvez très régulièrement dans Femmes Actuelles Jeux. Et nous allons donc sur les terres de l'enfance de Philippe Séguin. Qu'est-ce qu'on entendait là ? On entendait Patrick Bruel avec le Café des Délices qui rendait hommage bien sûr à la ville de Tunis. Et qui faisait plaisir à Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine. Car cher Franck, je suis moi-même noté 99 sur mon numéro de sécurité sociale, ce qui est la caractéristique de tous ceux qui sont nés dans ces terres lointaines, l'Afrique et l'Afrique du Nord, l'Algérie. Donc vous comprenez en quelque sorte l'arrachement de Philippe Séguin. Je comprends ça tout à fait, quoique je sois parti nettement plus jeune, mais en tout cas, vous le disiez tout à l'heure, Philippe Séguin a été extrêmement marqué par cette enfance tunisienne. Il n'a jamais cessé d'y retourner. Il est retourné avec ses enfants. Il emmenait souvent ses enfants dans son ancien lycée dont il était devenu président des anciens élèves. Mais lorsqu'il est tout à fait enfant, il vit entre à la fois la Médina, qui est la vieille ville de Tunis, tellement oui. Pittoresque, mais qui à l'époque a encore ses enceintes. Elle son rempart, en fait. Ses remparts. Maintenant, il en reste 3 ou 4 oui, portes. Dans l'ensemble, elles ont été détruites. Il vivait non loin de ces grandes avenues où a lieu le défilé du 20 mai de la libération de Tunis. À l'époque, évidemment, ces grandes avenues s'appellent l'avenue Gambetta, l'avenue Jules Ferry. Elles sont devenues... Les Américains ont fini par l'emporter. Ils ont campé là-bas, au milieu des palmiers. Et aujourd'hui, c'est l'avenue Habib Bourguiba et l'avenue Mohamed V. Avec les fameux moineaux. Les noms ont changé, mais il n'est pas loin de la Médina donc, et de la fameuse mosquée Zitouna. Et alors, je ne vous raconte pas ce que c'est qu'une Médina, mais celle de Tunis est une des plus belles du monde arabe et une des mieux conservées. Donc, on passe dans ces dédales de ruelles pleines de petits palais, de médersas, de maisons à patio typiquement méditerranéennes. Et dans Tunis, tous les styles se mélangent, le style baroque, néo-mauresque, le style méditerranéen. Ça, c'est pour les styles d'architecture, mais on peut dire que toutes les religions cohabitent également. C'est surtout la caractéristique de Tunis, et une caractéristique que, évidemment, la Tunis a perdue après l'indépendance, car les différentes nationalités... depuis une quinzaine d'années. En plus, a fortiori. Mais quand Philippe Séguin racontait son enfance, il évoquait ce caractère très bigarré de cette enfance. Il racontait qu'entre 0 et 7 ans, il était gardé à la maison par une Maltaise qu'il appelait Tantine, et une vieille dame juive livournaise, Madame Lambroso. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, sa mère était institutrice dans une école franco-arabe, et la mère de Philippe Séguin elle-même avait vécu en plein quartier juif à Tunis, un quartier qu'on appelait alors le Passage, et elle avait beau appartenir à une famille de Francaoui, elle habitait rue de Londres, dans un endroit où il y avait très peu de familles d'origine française. Ce n'est qu'à 9-10 ans que j'ai entendu les distinctions, c'est un juif, c'est un arabe, c'est un sicilien, dira Philippe Séguin. Pour lui, c'était pas Séguin, pardon. Pour lui, ça n'était pas du tout naturel, tout ça. Bien sûr, c'était surtout l'aspect majeur, la caractéristique majeure de cette enfance. Alors, je le disais à l'instant, il n'a jamais cessé de retourner en Tunisie. Et lorsqu'il est devenu une personnalité importante et qu'on lui a proposé de faire un documentaire sur lui, eh bien, qui croyez-vous qu'il choisit à l'époque ? Il a choisi un ancien de ce lycée Carnot, lui-même avait été élève pendant 8 ans, de l'âge de 4 ans, on parlait alors du petit lycée jusqu'à la fin de sa 5e en 54. Donc, ce réalisateur qui était un ancien du lycée Carnot, c'était, vous l'avez deviné, Serge Moati. Bien sûr, Serge Moati. Mais Habib Bourguiba, premier président de la République tunisienne, ancien élève du lycée Carnot. De même que Joseph Citruc, ancien rabbin de France, la grande avocate Gisèle Halimi, Michel Boujna, le comédien humoriste. Et tout ça sont des élèves du lycée Carnot de Tunis. Tous des anciens du lycée Carnot de Tunis. Et alors, il y en a un peut-être que je pourrais évoquer particulièrement parce que il a été élevé dans cette atmosphère de tolérance et de respect et de multiculturalisme évoqué constamment par Philippe Séguin. Eh bien, c'est un homme dont le papa était pâtissier. Il avait une pâtisserie très exactement en face du lycée Carnot, dont la spécialité était d'ailleurs la tête de nègre. Et cet ancien élève, eh bien, c'était un dessinateur qui a trouvé la mort au moment des attentats de Charlie Hebdo. Et c'était Georges Wolinski. Donc Georges Wolinski, ancien du lycée Carnot. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de très fort. Et l'économiste Jean-Paul Fitoussi. Bien sûr, Casanova, Jean-Paul Casanova aussi, Gérard Slama, voilà, tous des anciens. Ce lycée Carnot, c'est un palmarès. Ouais, ça mériterait presque de consacrer une émission au lycée Carnot de Tunis. Enfin, grâce à vous, on l'a un peu fait aujourd'hui, Clémentine. Merci de nous avoir fait revivre ce moment extraordinaire dans une
ville, Tunis, qui se singularisait par sa très grande douceur. Hein. C'est la douceur des lumières, c'est la douceur des parfums, cette espèce de jasmin qu'on a partout. Et puis tout autour, à la cardamone, à Sidi Bou Saïd, avec ses volets bleus, en contemplant Carthage et en imaginant et le garage à éléphants de l'ancienne Carthage dont il ne reste rien parce que les Romains ont tout salé. Je vous laisse la responsabilité du garage à éléphants. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et voici, alors là, ce n'est plus du tout l'éléphant, maintenant c'est le magasin de porcelaine, puisque voici Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Vous nous emmenez à Tunis, j'imagine. Oui, à Tunis, visiter un très bel ancien caravansérail, en fait, le Fandouk El Atarine, qui se situe donc dans le souk El Atarine, qui est le souk des parfumeurs. Oui, et donc on peut déjeuner dans cet ancien caravansérail qui a été complètement réhabilité. C'est au cœur de la Médina, dont Clémentine a parlé, vraiment à côté de la grande mosquée de la Zitouna. Et ce restaurant, en fait, a ouvert il y a 4 ans, après de très nombreuses années de travaux. Il a rouvert. Il a rouvert, exactement. Et donc, c'était un ancien caravansérail du XVIIe siècle où les caravanes s'arrêtaient à l'époque ottomane. Vous savez, c'était des anciennes, ces bâtisses étaient typiques des vieilles villes arabes et elles faisaient office d'hébergement pour les commerçants. Des grandes cours intérieures. Exactement. C'est un patio avec de belles arcades dans les tons assez blancs. C'est sublime. Et c'est à la fois donc restaurant et boutique de produits d'artisanat tunisien. Vous avez une grande boutique au rez-de-chaussée et 2 boutiques à l'étage. Et on trouve parfums, savons, vêtements, de l'artisanat 100% tunisien avec du cuir, des poteries, de l'huile d'olive, de l'eau de fleur d'oranger, toutes sortes de produits assez fabuleux. Et que nous propose le chef? Alors le chef est une femme, est une femme de Tunis qui est au fourneau. Elle connaît parfaitement cette belle cuisine tunisienne et surtout tunisoise. Et donc elle est riche en légumes, cette cuisine, en parfums. On utilise beaucoup d'herbes, de coriandre, de persil, de menthe et d'épices. Et on mange bien sûr des tagines, du couscous, des méchouillas, des briques à l'œuf, de la chorba, cette soupe épicée à base d'agneau et de merguez et de légumes. La méchouilla, c'est comme une salade, mais dont on a fait griller tous les légumes. Tous les légumes, voilà. Tomates et poivrons. Et vous avez aussi en dessert des crèmes à l'eau de rose et des crèmes aux pignons de pain d'Alep. Oh là là, toute la douceur. Et le tout sous fond musical, puisque vous avez souvent des orchestres et de la musique arabo-andalouse, des groupes malouf de Bizerte. Un moment hors du temps. Merci beaucoup Lorena.